Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode des Visages du tourisme responsable avec l'une des figures emblématiques de l'association, fondateur puis président, Yves Godot. On vous laisse découvrir son portrait et son parcours inspirant et pour en découvrir davantage, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos aventures sur nos différents réseaux. À bientôt! Merci déjà de prendre ce temps pour répondre à nos questions avec ATR. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites? Alors, ce que je fais, écoutez, maintenant je suis à la retraite depuis plus de 17 ans, 18 ans. Donc, mais ce que j'ai été, c'est fondateur d'une petite entreprise de tourisme d'aventure qui s'appelait Club Aventure et que j'ai dirigé pendant 25 ans. Et ensuite, j'ai été président d'ATR pendant une petite dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Ce qui me faisait me lever le matin à l'époque, c'était effectivement mon travail. J'adorais ce métier, j'adorais cette branche du tourisme. C'était un véritable plaisir. Je ne peux pas employer le mot passion parce que c'est un peu galvaudé, mais c'était un grand plaisir de travailler dans cette entreprise. Que représente le voyage pour vous? Alors, le voyage, c'est satisfaire une curiosité, d'abord. C'est rencontrer des environnements et des cultures différentes. Et c'est surtout rester actif pendant le voyage. Participer un peu à tout ce qui se passe autour du voyage et pas être passif. Et si vous deviez le décrire en 3 mots, le voyage en général? Je dirais découverte, dépaysement et rencontre. Racontez-nous votre premier voyage. Oula, c'est de l'histoire ancienne. Mon premier voyage, ça a peut-être été, alors que j'avais 15 ou 16 ans, de faire le tour de l'Espagne en autostop avec un copain. Juste vous deux? Sans Ouais, parents, rien, juste nous deux. Super. Et je me souviens, à l'époque, ça va vous faire rire, je crois que ça durait 3 semaines, 1 mois, et on a dépensé 100 francs de l'époque. Ça représente quoi en euros à peu près? Je sais pas, en euros? En Ouais. euros, ça, vous savez ce que ça représente, 100 francs, c'est 15 euros. Hein. 15 euros Oui, pour oui, un oui. mois? Oui, mais c'était l'époque. Hein. Waouh. On mangeait des sandwichs, on dormait sur les plages, c'était sympa. Incroyable. Et du coup, votre premier voyage en dehors de la France, même avec vos parents ou accompagnés? En dehors de la France, avec mes parents, je me souviens pas très bien d'avoir voyagé à l'étranger. Mais pour moi, ça a été, si j'ai bonne mémoire, un voyage au Maroc en 2 chevaux. Quand j'avais dit non, d'abord on a été jusqu'à Istanbul avec des copains. Jusqu'à Istanbul, en passant par Venise, en traversant la Yougoslavie, un peu la Bulgarie, jusqu'à Istanbul. En voiture, du coup? En voiture, en 2 chevaux. Waouh. Dis donc. J'avais 18 ans et demi, hein, je venais d'avoir le permis. Hein. Et sur un autre continent, ça a été le Maroc? Sur un autre continent, ça a été le Maroc, oui. Ok. Oui, ça a été le Maroc. Toujours pareil, en 2 chevaux. En 2 chevaux. Vous y êtes allé avec les bateaux, etc. après? Oui, non, juste le ferry à Ceuta. Ouais. Ceuta, Tanger. Quel sens utilisez-vous le plus durant un voyage? C'est mes yeux. La vue? Oui, la vue. Mm. La vue, manifestement. Ok. Mais je renie pas le goût et l'odorat. Tous les sens sont ouverts quand on voyage. Hein. Quelle est la destination ou le moment dans un voyage où vous aviez un goût, une odeur particulière qui vous a particulièrement marqué? Une recette, un plat ou l'odeur de la poussière, etc. Peut-être l'odeur des épices dans le souk de Marrakech. Mais ça, c'était parce que c'était mon premier voyage. Oui, c'est marquant. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans l'industrie du voyage? Écoutez, ça c'est une longue histoire. Si vous avez un peu de temps, je vais vous la raconter. J'ai commencé par travailler, j'ai fait des études d'économie et j'ai commencé par l'enseignement.
comme je ne savais pas quoi faire, c'était après mai 68. J'avais pas envie de rentrer dans le vrai boulot. Donc je me suis présenté au rectorat en septembre. Et 2 jours après, j'étais devant une classe de terminale et de BTS. Ce qui était quand même un peu audacieux de la part de l'Éducation nationale, parce que je ne savais pas ce que c'était que le métier, quoi. Je ne savais pas ce que c'était qu'enseigner. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, puis je me suis très vite lassé quand même, notamment de l'espèce d'ambiance dans la salle des profs, un peu. Les petites coteries, les histoires, les salades entre profs, ça m'a vite énervé. Et donc, après, j'ai travaillé dans ce qui était ma branche, c'est-à-dire je suis devenu contrôleur de gestion dans une entreprise industrielle. Voilà. Et ça, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Et puis un jour, je suis parti en vacances. J'étais déjà attiré par le désert, parce que je vous ai parlé du Maroc, mais j'ai fait d'autres voyages comme ça en 2 chevaux tout seul, notamment en Tunisie, où j'étais jusqu'au grand sud de la Tunisie, et ça m'a attiré, ça m'a donné envie d'en voir plus, quoi. Et donc, pendant des vacances, je suis parti en Algérie, avec les transports locaux. J'ai pris un vol sur Alger, Nouvelle Frontière, là. Et voilà, c'était ça à l'époque, le moins cher. Et puis après, en bus local, je suis parti faire ce qu'on appelle la grande boucle du Sahara praticable en bus, avec des routes goudronnées, c'est-à-dire Gardaïa, El Goléa, Timimoun, et retour par Béchar. Voilà. Et là, dans une petite oasis, le bus s'est arrêté parce que c'était beaucoup de kilomètres, hein, on roulait quand même pas mal. Et le bus s'est arrêté pour que les passagers se détendent les jambes et boivent un petit café, et lui il fasse le plein. Et il y avait un type qui était là aussi, arrêté au même endroit que nous, qui était avec des camions. C'était un Français. Alors on a discuté un peu. Et lui, son boulot, c'était d'être marchand de camions en Afrique. Donc il traversait le désert avec ses camions et il les vendait sur place. Et très vite, je lui ai dit, avant que le bus reparte, je lui ai dit, écoute, ton truc, ça m'intéresse. Si tu veux, si tu as besoin d'un chauffeur, cet été, pendant mes vacances d'été, je suis prêt à te descendre un camion avec toi dans le convoi. Et en fait, j'avais pas le permis poids lourd. Donc il m'a dit oui. Donc j'avais pas le permis poids lourd. Je l'ai passé dans les 6 mois. Là, c'était à Noël ces vacances. Et dans les 6 mois qui précédaient l'été. Et puis début juillet, on est parti avec 3 camions, 3 chauffeurs à travers le désert jusqu'à Agadez. C'était un peu chaud parce que lui, il était un peu fou. C'était une sorte d'aventurier, un ancien légionnaire, un gros malade, en fait. Et c'était la saison des pluies, donc en arrivant dans le Sahel, on s'est pas mal embourbé. Enfin, c'était un peu chaud, quoi, le premier voyage. Voilà. Et puis, ça m'a donné l'idée, quand j'ai vu ce qui se passait, comment ça se passait, ça m'a donné l'idée de faire la même chose. Voilà. Et donc, j'ai commencé à acheter des camions en France et à les vendre en Afrique. Ensuite, donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. J'avais démissionné. Dès que je suis revenu de ce premier voyage, j'ai donné ma démission à mon patron, qui n'était pas très content. Et j'ai commencé donc à vendre ces camions. Et donc, on traversait le désert pendant plusieurs jours. Ça durait 4-5 jours, la traversée. Les voyages duraient 15 jours, 3 semaines en général, mais la traversée du désert même, ça durait 4-5 jours, 6 jours. Sur la piste, quoi. Sans voir personne. Et donc le soir, on bivouaquait un peu à l'écart de la piste pour pas se faire écraser par les camions qui roulaient, d'autres camions, quelques camions par jour, pas beaucoup, hein, qui roulaient la nuit. Et donc on installait notre bivouac un peu à l'extérieur. Et un soir, on était tranquillement en train de boire le pastis, là. Et on avait fait un feu et tout ça près de nos camions pour dîner et dormir. Et je vois des phares qui se dirigent vers nous. Et c'était 2 Land Rover pleines de touristes. Et le
chauffeur, le chef d'expédition, était assez volubile. Et il me raconte un peu son truc. Et lui, il faisait ça. C'était en fait une petite, minuscule agence de voyage. J'ai oublié son nom. Ça pourrait me revenir, mais j'ai oublié. Qui organisait des voyages comme ça, en 4x4. Ça s'appelait Azalai. Azalai. Qui organisait des voyages en 4x4 entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, on a discuté un peu. C'était assez sympa. Et puis, ça m'a donné un peu des idées. Donc, vous voyez, c'est toujours comme ça, suite à des rencontres, que la vie se fait. Hein. C'est le hasard. Hein. Et ça m'a donné des idées. Et donc, en rentrant, j'en avais un peu marre des camions. Ça marchait de moins en moins bien. Ça se vendait de moins en moins bien. Il fallait descendre de plus en plus bas en Afrique pour pouvoir vendre son camion. Et en rentrant, j'ai été voir, je me rappelle, le directeur commercial de Nouvelles Frontières, sans rendez-vous. C'est quand même incroyable, parce que c'était déjà une grosse boîte, hein, Nouvelles Frontières à l'époque. Hein. Mais sans rendez-vous, il m'a reçu comme ça. Il m'a dit, écoutez, nous, on ne fait pas trop ça, mais il y a quelques petites entreprises qui font ça. Il m'a donné 3-4 adresses. Et parce que moi, je voulais faire le chauffeur accompagnateur, quoi. Je voulais continuer à traverser le désert. C'est ça qui me plaisait, hein. C'est ça qui m'attirait. Et puis, je me suis fait embaucher comme accompagnateur. Donc voilà, j'ai fait des accompagnants pendant plusieurs années. Et puis finalement, j'ai fini par m'associer avec un type qui avait créé une petite association qui s'appelait Club Nord-Sud, qui faisait des voyages comme ça, un peu d'aventure, en bivouac, en minibus surtout. Au départ de Paris, voilà. Le thème, c'était ça. C'était minibus. C'était réunir 15 personnes sur un voyage au départ de Paris en minibus. Et on allait en Crète, on allait au Maroc, on allait au Cap Nord, des destinations assez classiques, quoi. Voilà. Et puis finalement, j'ai fini par m'associer avec lui. Et on a créé, alors le nom de club, ça vient de Club Nord-Sud, hein. On a créé Club Aventure. Voilà. Quelle était votre vision du voyage lorsque vous avez commencé à travailler dans l'industrie ? En fait, moi, j'étais un vieux 68ard, donc en 68, j'avais 21 ans, 22 ans, je sais plus. Donc, on était un peu aventuriers déjà. Enfin, ça ne nous serait pas venu à l'idée de partir en voyage dans un club de vacances. Et donc, on a en fait organisé pour d'autres les voyages qu'on aimait. Partir un peu à l'aventure, comme ça. Quand je dis à l'aventure, c'est pas forcément traverser la jungle, hein, ni la forêt amazonienne. Hein. Mais on partait au hasard, quoi. Pas presque au hasard. Il n'y avait pas d'itinéraire. Très peu. L'accompagnateur partait avec un budget, avec de l'argent. Et puis on se débrouillait, quoi. Voilà. Et comment ça a évolué de ce moment-là au moment de votre retraite? Comment vous avez vécu l'évolution? Alors, pour être très franc, je ne l'ai pas vécu très bien. Je ne l'ai pas vécu très bien. C'est aussi un peu pour ça que je ne suis pas parti à la retraite très tard. Enfin, je suis parti à l'âge de la retraite normale, mais enfin, je n'ai pas voulu insister. Parce que il y a eu une évolution de plus en plus mercantile dans ce genre de voyage. Entre concurrence, c'était la guerre. Alors, il fallait, pour pouvoir vendre son voyage, être 50 € moins cher que l'autre. Ça m'a un peu fatigué, ça. J'aimais pas ça. À l'époque, au début, quoi, il y avait une telle demande qu'on ne regardait pas à 50 €, quoi. Mais après, on s'est imaginé, malheureusement c'était sans doute vrai, que les clients regardaient à 50 €. Pour un voyage de 15 jours, ça n'a aucun sens, quoi. Enfin, c'est comme ça. Ok. Consumérisme. Ouais, clairement. Ça m'a un peu gavé. Et aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que ça a un peu évolué ou au contraire que ça s'est intensifié, ce côté consommation? Intensifié, je ne pense pas. Je pense qu'on avait atteint le maximum de la bêtise au moment où je suis parti. Mais que ça ait continué, oui. Oui. Je ne pense pas que ça a beaucoup empiré. Peut-être que oui, mais je ne suis pas très au courant de ce qui se passe maintenant. Et à l'avenir, vous pensez que ça va peut-être se calmer ou retourner justement à ses bases un peu plus spontanées ou pas? C'est possible. Vous me parlez de voyage en immersion tout à l'heure. C'est possible qu'il y ait un retour en arrière, mais le consumérisme est quand même bien ancré dans le monde du voyage, malheureusement. Et du coup, qu'est-ce que le voyage responsable aujourd'hui? Comment on voyage responsable? Ça, c'est une grande question.
On voyage d'abord, on voyage pas responsable, on voyage un peu moins irresponsable ou un peu plus responsable. Parce que le voyage responsable en soi, ça n'existe pas. Ne serait-ce qu'à cause de l'empreinte carbone liée au vol, qui est indispensable pour faire des voyages à l'étranger. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un peu moins mal. Donc voilà, en préservant les cultures locales, en préservant l'environnement, en essayant d'éviter la surfréquentation, enfin, des choses comme ça que vous connaissez très bien à ATR, je pense. Pouvez-vous nous raconter la création d'ATR? C'était au moment du 11 septembre, c'est 2001, ça, c'est le 11 septembre, non? Si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça. 2001, ouais. Je me rappelle, c'était je crois le jour du 11 septembre ou le lendemain. On s'est réunis à plusieurs tour opérateurs d'aventure avec l'idée de créer ça, de créer une structure pour faire du voyage un peu moins irresponsable. Et donc c'est venu comme ça, ATR. Et puis ça a intéressé, donc on était quoi, une petite dizaine, hein, et puis ça a intéressé notamment Atout France, qui nous ont un peu aidés, ils nous ont payé un bureau d'études pour faire une étude de faisabilité avant la création de la structure, de l'association en fait. Et puis ensuite c'est parti. Voilà. Donc on a créé le référentiel, le célèbre référentiel qui a dû beaucoup évoluer, je pense, depuis, j'imagine, j'espère déjà. Et le référentiel et la labellisation, qui était à l'époque, on avait choisi AFNOR parce que c'était les plus connus. Et donc après, ATR, mais j'étais déjà parti, c'est moi où je suis parti, à changer de labellisateur. Et ils sont passés chez EcoCert, je pense qu'ils y sont toujours, non? Oui. Oui, voilà. Voilà. C'était plus adapté quand même. Donc vous êtes resté président d'ATR pendant une dizaine d'années, vous disiez? Pendant une dizaine d'années, oui, parce que c'était le moment où je suis parti à la retraite. Donc il y a toujours un peu une démarche personnelle aussi. Je suis parti à la retraite, j'avais 60 ans, moi j'étais quand même responsable de l'entreprise Club Aventure. Pendant 25 ans, j'avais une vie un peu, pas trépidante, mais enfin, une vie active en tout cas certainement, avec des contacts, des téléphones. Vous savez ce que c'est dans un bureau, bon, quand on est responsable, des sollicitations en tout genre, pour des interviews. Ça va trop changer du coup. Voilà, voilà. Ouais, je m'y retrouve. Et donc j'ai accepté avec plaisir de prendre la présidence d'ATR bénévolement. Moi, pour moi, c'était une façon de faire une transition entre la vie un peu hyperactive et la vie de retraité. Voilà. Et ça a duré une petite dizaine d'années. Et heureusement que Julien Bulot est arrivé parce que à la fin, j'étais un peu épuisé, je manquais d'idées, j'étais trop vieux.